Avant de devenir entrepreneur, le moment déclencheur pour vous, c'était à quel moment? Moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai reçu ce que j'appelle une éducation double. De mon père d'abord, lui, il m'a toujours appris à mériter ce que je voulais et donc à travailler pour avoir ce que je voulais. Il m'a appris à ne pas regarder l'heure. Moi, je n'arrête pas de travailler parce qu'il est 16h30 ou 17h. J'arrête de OK. travailler quand la tâche est atteinte. Et de l'autre côté, j'ai appris à avoir tout ce que je voulais de ma mère. Beaucoup de débutants ont peur d'investir de l'argent dans un projet. Comment avez-vous géré cette peur dans vos Vous premières années? pouvez avoir peur de perdre quelque chose que vous n'avez pas. Pour moi, par rapport à la peur de l'argent, c'est soit on veut faire quelque chose, soit on veut pas. Tu peux pas perdre ce que tu n'as pas. Ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais eu peur de perdre de l'argent parce que je n'en ai jamais eu de toute façon. Et la deuxième des choses, c'est que pour que toi, tu me prennes au sérieux, il faut que je me prenne au sérieux. Pour Oui. moi, un entrepreneur est un investisseur. C'est pas forcément chaque investisseur qui est entrepreneur. Mais un entrepreneur est un investisseur parce qu'à la limite, il investit de son temps, de son énergie, de son argent dans son projet. Mais c'est quoi investir? Investir, c'est perdre de l'argent aujourd'hui dans l'espoir d'en Oui. gagner demain. L'espoir introduit la notion de risque. Exact. Vous serez nombreux à regarder ces épisodes car ce contenu est fait pour vous. Il inspire, informe et transforme. Ne fais pas partie des 25% qui regardent sans s'abonner. Ton abonnement nous permet de continuer à t'offrir des invités de qualité et des contenus remarquables. Merci. Commençons l'épisode. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes parlent de l'entrepreneuriat, d'argent, d'investissement. C'est vrai que ça fait rêver. Mais beaucoup ne disent pas la réalité, la vraie vérité, qu'est-ce qu'il faut réellement pour s'élancer. C'est justement pourquoi on vous a invité ici pour parler de cette vérité. Mais avant qu'on entre dans le but du sujet, on aimerait savoir qui est réellement Monsieur Nicolas. Ok, merci. Merci de m'avoir invité, Rémi, encore une fois. Merci pour ce joli plateau, hein. Merci. Good job. Nicolas Yanga, je suis chrétien, époux OK. à une très belle femme. J'ai la chance de diriger un groupe de PME qui s'appelle Yanga Holding. Yanga Holding, aujourd'hui, on est dans la distribution d'équipements. Aujourd'hui, Yanga Holding, on est dans la sous-traitance minière. Aujourd'hui, Yanga Holding, on est à travers une brèche familiale, on est dans l'activité agroalimentaire, un peu d'immobilier. On travaille aussi sur, j'ai précisé que c'était des PME, mais on Oui. travaille aussi sur des projets qui sont encore en cours, notamment dans tout ce qui est FMCG, dans tout ce qui est... on essaie de racheter certains projets localement, aussi pas acheter complètement, investir un peu dedans pour pouvoir booster l'économie OK. congolaise. OK. Très bonne présentation. Alors, je sais que vous êtes passé par plusieurs structures, comme vous êtes passé par la TMB, Mhm, Access Bank, et puis Tract Africa Equipment, mhm, SMT Africa, et puis vous êtes arrivé à Yanga Holding. Mais mhm, c'est depuis pratiquement 2020, 2011 jusqu'à présent. mhm, Alors, avant de devenir entrepreneur, le moment déclencheur pour vous, mhm. c'était à quel moment? Déjà, je voudrais faire une petite rectification, c'est que je n'ai pas commencé par être employé pour revenir à Young Holding. J'ai commencé OK. avec Young Holding et à un moment, pour une raison simple, c'est que j'estime que j'avais commencé à avoir une petite réputation au-dessus de ce que j'étais capable de faire. C'est-à-dire que les gens me pensaient capable de faire des choses que je n'étais pas réellement capable de faire. C'est comme ça que j'ai dû me retourner vers le monde de l'emploi où j'ai été apprendre autre chose. Ok. Maintenant, si vous parlez de déclic, faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai reçu ce que j'appelle une éducation double. De mon père d'abord, lui, il m'a toujours appris à mériter ce que je voulais et donc à travailler pour avoir ce que je voulais. Il m'a appris à ne pas regarder l'heure. Moi, je n'arrête pas de travailler parce qu'il est 16h30 ou 17h. J'arrête de OK. travailler quand la tâche est atteinte parce que lui, c'est un agriculteur. Ok. Et de l'autre côté, j'ai appris à avoir tout ce que je voulais de ma mère. OK. Je suis un peu comme ça. Je suis à la limite entre bébé et soldat. Mais le déclic, c'est en 2011, avec certains amis, on reprend l'année. Et on revient à l'école. Le premier jour, on ne sait pas pourquoi, mais on a une certaine dose de popularité. Maintenant, quand vous mélangez ce comportement que j'ai eu, cette aspiration à la grandeur que j'ai eue de mes parents, avec cette situation-là où on était populaire, il nous fallait capitaliser. C'est comme ça qu'en 2011, on lance notre premier projet avec deux amis. Ce qu'on faisait, c'est qu'on rachetait des polos noirs, des shorts comme le tien. OK. On mettait de la peinture dessus, on écrivait Look My Swag, regarde mon style.
et on les revendait comme des petits pains à l'école, dans les écoles environnantes. Et c'est de là que c'est parti. Ok, Aussi simple que ça. ok. Ouais. C'est une histoire inspirante. Ça veut dire que vous avez commencé en vendant des polos. Oui, le premier projet, c'est on a commencé à vendre des polos et il a échoué au bout d'une année. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, tellement on aspirait à la grandeur à l'époque, on voulait recruter RJ Kanira. Et il y avait une émission qui passait sur une radio locale, je crois RTCL, il y a émission pour jeunes qui parlent d'amour, un certain, je pense, Durel, quelque chose comme ça. Non, ça, je connais pas. Ça a cartonné. Ça a cartonné à l'époque. Tous les jeunes écoutaient ça. Ça parlait d'amour. Ça conseillait les jeunes sur l'amour. Et donc, on a voulu recruter des gros poissons à l'époque. Vous imaginez RJ Kanyera aujourd'hui ce qu'il est, et même déjà à l'époque en 2011, Oui. le recruter pour qu'il soit votre directeur marketing. Et malheureusement, on est resté en train de planifier le recrutement et on n'a plus jamais avancé. C'est ça. Ok. Yes. Et pour Yanga Holding, Euh, maintenant, vous travaillez dans la distribution d'équipements ouais. lourds et même dans la banque. Alors, Mm. qu'est-ce que cette expérience vous a appris dans le monde des affaires, sur le monde des affaires? Alors, je voudrais bien comprendre la question. J'ai pas capté. Ok. La question est celle-ci. Vous avez travaillé dans la distribution d'équipements lourds. Ok. C'est ce que vous faites à Yanga Holding? Mhm. C'est Oui. une des parties de ce qu'on fait dans Young Holding, oui. Ok. C'est pas tout. Young Holding, comme on dit, c'est un groupe de PME. On en a aujourd'hui 4-5. Mais si vous voulez savoir ce que j'ai appris dans le secteur en étant Oui, employé, exact. alors comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à chercher du boulot, j'avais déjà pratiquement 7 ans d'expérience. Je gérais à l'époque depuis 2-3 ans l'entreprise familiale. Euh, et j'avais travaillé sur d'autres projets, notamment un deuxième projet qu'on a refait en 2015-2016. Encore une fois, on revendait des vêtements, ça s'appelait Zakweli. L'idée, c'était de révéler aux clients la face cachée de l'Afrique. Le slogan, c'était Pense vrai, pense africain. Et donc, on allait chercher, je pourrais vous partager quelques photos. Oui. Et donc, on allait chercher des thèmes où on montrait, par exemple, saviez-vous qu'à l'époque, les Égyptiens étaient d'abord noirs de teint? Savez-vous que l'Afrique a déjà colonisé le monde? Alors, on était dans un truc comme ça, mais aussi qui a échoué. Et donc, maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on a appris? Je n'ai pas traîné à la, à la TMB, excusez-moi. Je n'ai pas traîné à la TMB. En condensé, mon passage dans les banques fait moins de 6 mois. Ok. Yes. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est une bonne question. Oui. Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aspire beaucoup à la grandeur. Ça peut passer pour de l'orgueil, mais je ne me considère pas comme quelqu'un d'ordinaire, personnellement. OK? Ok. Et donc, j'ai eu la chance, dans mon parcours scolaire, d'être délégué des étudiants. Par principe, un délégué des étudiants est populaire. Oui. Et il y a eu un événement, un de mes aînés de l'école, il y a eu un événement que l'école organisait pour remercier ses partenaires, entre autres Access. J'étais déjà passé Oui. par la TMB à l'époque. Et là, concours de circonstances, il fallait que je fasse le MC. Je fais le MC. À la fin, je vois un monsieur. C'est d'ailleurs l'occasion de le remercier ici, monsieur Blaise Mastaki. Aujourd'hui, il est directeur général adjoint du FPI. Ok. Il vient me voir, il me dit, écoute, jeune homme, tu as une très bonne diction, tu parles bien, tu pourrais faire un très bon banquier. Passe me voir lundi au bureau. Je vais le voir lundi, il m'a dit, venez à 8 heures. Il était 8 heures, 9 heures, 10 heures, il me reçoit pas. J'écris à un pote, je dis, écoute-moi, ce monsieur, c'est pas, il me respecte pas, je pars. Moi, il me dit, Oui. Nicolas, arrête, calme-toi, qu'est-ce que tu as? Sois patient, vas-y, reste. Et donc, je reste, il me recevra vers 13 heures. Et là, il me dit, écoute, je vais te donner un salaire. Honnêtement, même aujourd'hui encore, ce qui se paye à des jeunes débutants qui viennent fraîchement de l'université, c'est à peu près 3 fois plus. Oui. On parle d'un salaire au-dessus de 1000 dollars. Exact. Il me dit, on va te donner X montant de salaire, tu seras payé 13 mois, tu auras un crédit pour un véhicule, tu auras un crédit pour une maison. Wow. Vous imaginez pour un jeune qui vient de finir les études, moi je dis oui, tout de suite, je veux signer, c'est où que je signe? Il me dit, par contre, Mhm. tu vas commencer quelque part, ça va te prendre un temps, il y a un concours qui se fait, Ok. tu vas réussir à ce concours, tu vas être envoyé au Nigeria, là, tu vas y aller, tu vas être formé, et quand tu vas revenir, tu auras ce contrat. Mais quand tu commences, on te paiera plus ou moins 6 fois moins. Ok. Je suis jeune. Et il faut savoir que j'avais déjà cherché d'autres boulots parce qu'au départ, je voulais principalement me spécialiser dans l'ingénierie financière. Moi, j'étais hyper doué en analyse financière. Ça commence même à m'échapper aujourd'hui. Et partout où j'avais été, on me recalant en me disant, tu trouveras pas de boulot dans ce domaine.
Si tu veux, va à la banque, va chercher à la banque. C'est là qu'on a besoin d'analystes financiers pour Oui. étudier et tout ça. Et donc, qu'une banque me propose, jackpot. J'ai commencé, seulement comme je disais, ex-délégué des étudiants, quelqu'un qui aspire à la grandeur, quelqu'un qui est connu comme étant quelqu'un qui a cette petite société, quelqu'un qui fait des conférences. À l'époque, je venais de faire ma première grosse conférence où j'avais réussi à réunir 500 personnes à Roubaix. Et premier poste, alors que je pensais que c'était pour être analyste financier, on me met à la réception. Ah, Et donc, bizarrement, comme je t'ai dit, ce qui se passait aussi, c'est que l'école et la banque avaient une relation. Et OK. donc, les étudiants venaient pour ouvrir les comptes en ce moment-là à la banque. On ouvre le compte où? À la Alors, réception. oui, oui. Moi qui étais connu comme président, entrepreneur et tout ça, je venais de gagner un concours d'entrepreneur à l'école. Je devais me retrouver à ouvrir la porte. Je ne dénigre pas, il y a pas Oui, des petits oui. métiers, mais il y avait juste une adéquation. Je devais Mmh. ouvrir la porte, renseigner, à telle enseigne que je vais te faire rire. Parfois, ce que je faisais, c'est que quand il y avait des jeunes que je connaissais, par exemple une fille qui me plaisait, des choses comme ça qui rentraient, je me tenais debout de ma table et je mettais mes mains en poche. Je tournais comme si j'étais un des responsables de la banque ou un client, juste pour faire genre. Après ça, je suis passé rapidement par les archives. Je suis quelqu'un généralement, je suis pas très rangé. Je suis pas quelqu'un de très ordonné, moi. Sur mon bureau, tout plein de papiers. Mmh. Mais je devais du coup être en train de ranger les archives, les formulaires d'ouverture de compte. Il y en avait plus de 5000, ce qui n'était pas évident. Je suis passé par la caisse, opérations diverses, jusque justement au jour où j'ai pu enfin avoir un bureau, en moins de 2 3 mois. Oui. Et j'étais commercial, pas n'importe quel commercial. J'étais commercial des comptes débiteurs. Vous savez ce que c'est un compte débiteur? Non. J'étais commercial, je suivais les clients qui devaient à la banque. OK. Mon travail, c'était de dire, écoutez, monsieur Rémy, vous devez de l'argent à la banque, vous devez payer pour rembourser. Sauf que c'était un peu plus compliqué. J'avais un grand nombre de clients, eux. C'était des clients qui avaient ouvert des comptes dans l'espoir d'obtenir des crédits de la banque. Mais entre-temps, ils n'exploitaient pas leur compte. Ils n'ont pas pris de l'argent de la banque. Et comme c'est un compte courant, tous les mois, frais de tenue de compte et tout ça. Et donc, si vous avez 500 clients, celui qui doit $200, celui qui doit $300. Et moi, mon travail, c'est de leur dire, écoutez, monsieur, puisque vous avez ouvert un compte. Parce que j'ai bien aimé, la partie où vous avez expliqué, où vous êtes passé, donc le monsieur vous a, heu, proposé tout ce Mhm, qu'il vous a proposé, mais à la fin, vous vous êtes retrouvé à la réception mhm, et sans vous attendre, mais vous avez quand même accepté. mhm. Mais après, quand vous avez continué à travailler à la banque, est-ce que ce qu'il a dit, il a réalisé? Alors, déjà, lorsqu'il m'a finalement remis dans un bureau où je faisais, comme je disais, commercial, je faisais aussi en même temps le backup d'analyste financier. Ça veut dire que j'aidais mes supérieurs, avec qui je partage beaucoup d'affinités encore aujourd'hui. J'aidais mes supérieurs lorsqu'il y avait une demande de crédit. C'est moi qui faisais les premières analyses et tout ça. Et finalement, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es passé par tout ça? Il m'a dit, tu ne OK. seras jamais un bon banquier si tu ne sais pas que ça commence à la réception. Le client doit être content depuis le départ. Il me l'a dit. Et effectivement, ça m'a permis d'être passé par tous les départements. Aujourd'hui, vous avez des banquiers, il est arrivé dès le premier jour et pendant 10 ans, il est aux opérations diverses ou bien il est à la conformité, il est au crédit, risque crédit et tout ça, compliance. Moi, j'ai eu la chance, en très peu de temps, je suis passé par ces départements-là et j'ai appris quelque chose de chaque département. OK? Mais c'est une très belle question parce que ça me rappelle un autre beau souvenir. Ce qu'il m'avait promis n'est pas arrivé, mais pas par sa faute. OK. Alors, avant de travailler à la banque, je venais d'un stage, je venais de finir des études et à une société de recrutement, une des grandes, si pas la plus grande en RDC, qui cherchait un commercial, un responsable commercial pour leur activité à Fungurumé. Fungurumé, c'est à plus de 200 kilomètres d'ici et j'avais postulé, j'avais réussi. Proposé $600 pour un jeune qui n'avait pas d'expérience. C'était beaucoup. Sauf que 2 3, on va dire en moyenne 1 ou 2 semaines après que j'ai commencé, mes parents me font comprendre que tu es trop jeune. J'avais à peine 20 ans. OK. Ils disent: «Mais à 20 ans, responsable commercial à 200 kilomètres, tu vas manger comment? Oui. Comment tu vas faire pour tenir ta maison? Tu ne sais même pas tenir une maison». Et j'avais dû démissionner. OK. Mais cette société-là a considéré que j'avais refusé parce que probablement pour eux, pour cette société, du pour elle, Le prix j'estimais qu'ils m'avaient fait une proposition faible. Ils m'ont faible. proposé même, ils sont remontés. On va à $900, mais j'avais déjà dit non. J'ai eu une relation assez particulière avec mes parents, je les avais écoutés.
Et ça a conduit au fait que lorsqu'ils ont eu l'opportunité de Tract Afrique, ils se sont dit: «Ça, c'est pour Nicolas». OK. J'étais à la banque, ils m'ont appelé: «Est-ce que tu voudrais bien voir?» Moi, je dis: «Pourquoi pas? Je vais voir». Je suis allé, j'ai passé l'interview. Je connaissais rien. Oh, je connaissais rien. Je confondais, vélo et voiture, mais dans le domaine des équipements, je connaissais rien du tout. Mais j'avais répondu et je suis passé par plusieurs tests. Je me rappelle qu'il y avait un test, 100 questions à répondre en 60 minutes. OK. J'ai dû réussir avec 85. J'étais le plus jeune. Il y a des aînés que je connais, que je fréquente encore aujourd'hui, qui avaient postulé, qui avaient de l'expérience. Mais pour une raison ou une autre, c'est moi qui avais été sélectionné et donc je n'ai pas pu continuer à la banque Mmh. et c'était la première fois que je voyais les valeurs d'un vrai leader. Parce que comme je l'ai dit, mon premier patron, ça a été, l'actuel DGA du FPI. C'est ce qu'il a fait. Il m'a dit: «Ce que tu vas avoir là-bas dépassera ce que tu es censé avoir ici sur le long terme». C'était une journée bordélique parce qu'on avait des clients énervés à la banque. Le matin, ils venaient de crier sur nous, hein, ils venaient de nous chauffer parce qu'on n'avait pas bien fait le job, tout le bureau Ouais. commercial. Et les après-midi, je devais lui dire que je partais. Un jeune en qui il avait envie d'investir. Il a pris mes mains, il a prié pour moi, il m'a dit bonne chance. Et voilà. Waouh! Ça m'a appris des choses. Mais chez Tractafrique, qu'est-ce que j'ai appris au final? D'abord, j'ai aimé vendre. J'ai rencontré les produits. Ça m'a aidé de fait que j'avais un aspect financier. Ça m'a aidé à vraiment mettre en place des mécanismes pour comprendre les clients et vendre. J'ai beaucoup vendu. C'est là que j'ai eu mon premier poste de manager. Et ce que j'ai appris au final de chez Tractafrique, au-delà de l'humilité, parce qu'il y a beaucoup de difficultés quand vous êtes commercial, Oui, beaucoup, on ne vous ouvre pas la porte grandement, vous exact. rentrez parfois par la fenêtre. Humilité, courage, mais ça m'a surtout permis, Tractafrique, de rencontrer beaucoup de belles personnes. J'ai rencontré des belles personnes, j'ai rencontré tout plein de gens à la présidence en RDC, dans les milieux étatiques, les gouverneurs et même à l'international. J'étais en formation, on condensait à peu près 2 3 mois au Maroc. Premier voyage en dehors de, allez, on va dire Oui. au-delà de 5000 kilomètres en RDC. Donc, Tractafrique, ça a été mon alma mater dans le secteur professionnel finalement, parce que j'ai beaucoup appris dans le domaine de l'équipement et ça représente même la grande partie de notre activité chez Angalting. OK. Voilà. Du coup, j'ai aimé la partie où vous avez parlé, vous êtes sorti sans expérience, mais à quelque chose. Alors, comment d'abord vous avez surmonté à travailler, mais tout en gérant, en étant étudiant? Mhm. Comment vous... J'ai fait une business school. Les OK. cours s'arrêtaient à 14 heures. J'étais patron. J'avais des amis. Je ne vais pas dire que c'était plutôt des associés qui sont aujourd'hui très bien aussi patrons d'entreprise pour certains, d'autres cadres supérieurs d'entreprise dans des grandes mines. Et après le boulot, on se voyait pour travailler, hein. OK. Et du coup, comment vous avez surmonté vos échecs dans Euh, ce parcours? c'est une très belle question. C'est ici que moi je fais, et je pense que je l'ai entendu aussi de beaucoup d'aînés et je l'ai vécu. C'est ici que l'échec, pour moi, je mets ça dans le lot entre persévérance et résilience. La persévérance, c'est qu'avant d'échouer, vous poussez, poussez, poussez pour ne pas échouer. C'est difficile, mais il faut pousser. Mais quand vous échouez, vous avez échoué. La résilience, c'est rebondir. Ok, j'ai Oui. échoué, je repars. J'ai échoué, je repars. Je ne sais pas comment j'ai fait, c'est la réponse. Mais la vérité, c'est que l'échec, c'est pas le problème pour moi. Parce que même si j'échoue, je vais continuer. Donc, OK. oui, on a échoué, on a des projets, on a lancé Startway. Ça a été véritablement le premier coworking space en RDC. Enfin, qu'est-ce que je raconte? À Lubumbashi, À pas en Lubumbashi. RDC. On l'a lancé horizon 2018. Ça marchait bien, mais on n'a pas étudié très bien le marché et on n'a pas mis le plein sérieux parce que justement, je travaillais ailleurs. Le projet a échoué, on est passé à autre chose, on a redéfini certains projets et on évolue. Alors, j'ai une question. Beaucoup de débutants ont peur d'investir de l'argent dans un projet. Comment avez-vous géré cette peur dans vos premières années, dans vos Comment premières vous années? pouvez avoir peur de perdre quelque chose que vous n'avez pas? OK. Attends. Pour moi, par rapport à la peur de l'argent, c'est soit on veut faire quelque chose, soit on veut pas. Tu peux pas perdre ce que tu n'as pas. Ça, c'est la première chose. OK. Donc, je n'ai jamais eu peur de perdre de l'argent parce que je n'en ai jamais eu de toute façon. OK. Et la deuxième des choses, c'est que pour que toi, tu me prennes au sérieux, il faut que je me prenne au sérieux. Donc, Oui. il faut bien que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que je mette mon argent pour que toi, tu sois capable de me faire confiance et de mettre ton argent. Et enfin,
La troisième chose, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Comme je l'ai dit probablement avant qu'on tourne l'émission, comme je te le disais, pour Oui, moi, un entrepreneur est un investisseur. C'est pas forcément chaque investisseur qui est entrepreneur. Mais un entrepreneur est un investisseur parce qu'à la limite, il investit de son temps, de son énergie, de son argent dans son projet. Mais c'est quoi investir? On va pas chercher des définitions dans les dictionnaires. oui, Investir, c'est perdre de l'argent aujourd'hui dans l'espoir d'en de- gagner demain. L'espoir introduit la notion de risque. exact. Ah, si tu veux pas investir, voilà, c'est ce que je peux te donner comme réponse. Il y a toujours un risque à tout. Toujours, le risque zéro n'existe pas. Exact. Alors, selon vous, quelle est la plus grande erreur que beaucoup de nouveaux investisseurs, comme vous avez dit, être entrepreneur, c'est également être investisseur. Alors, quelles sont les erreurs que les gens commettent lorsqu'ils veulent investir? La plus grande, je ne saurais pas parce que il n'y a pas de vérité unique pour dire, voilà, c'est la plus grande. Chacun a son parcours. Tu as ton parcours, j'ai mon parcours. Et donc, moi, je vais répondre en fonction de moi. Ok, Les vérités qui m'ont créé beaucoup de problèmes. La première, d'abord, c'est qu'on pense que lorsqu'on parle d'étudier son marché, c'est forcément un business plan. C'est pas forcément ça. Il faut connaître le marché. Il faut l'étudier. Il faut tester son projet. Il faut juste pas se réveiller un matin et dire, moi, j'ai une bonne idée. Aussi puissante et belle que l'idée peut paraître, il faut la tester. Ça, c'est la première des choses. Il faut tester. Ensuite, entreprendre, c'est comme le mariage. Moi, j'ai échoué des projets parce que j'ai eu des mauvais partenaires. ok, Il faut savoir, il faut se poser la question. Il y a des projets qui ne nécessitent pas forcément des partenaires, mhm, mais il y a des projets dans lesquels il faut absolument avoir les bons partenaires. Et les bons partenaires, c'est pas que forcément des amis. Moi, j'ai des potes avec lesquels on a fait du business, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est potes, mais on n'est plus partenaires. Ok. ok. Donc, il faut absolument savoir avec qui s'associer. C'est hyper important. C'est hyper important. Après, il y a maintenant plusieurs autres erreurs, comme le fait de... Ça, c'est assez fréquent. Certains entrepreneurs confondent chiffre d'affaires et marge. Ok. Donc oui, je facture beaucoup, oui, je fais beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est ça la marge? Est-ce que c'est ça l'excédent brut d'exploitation? Est-ce que c'est ça le résultat net? Non. Nous, on se focalise sur le chiffre d'affaires qu'on confond avec poche personnelle. Je pourrais déjà rien que me limiter à ces trois erreurs. Il y en a pas mal. Je pourrais arriver à 10. Mais les trois que j'ai commises dans le passé, que j'essaie d'améliorer. Voilà. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est qu'avant de lancer un projet, il faudrait l'étudier. Alors, comment est-ce que vous étudiez, par exemple, si vous voulez lancer un projet, vous Hmm. commencez par quoi pour étudier tout ce qu'il faut pour lancer ce projet-là? Déjà, commençons par l'attractivité. Ok, Ça veut dire quoi? Ok. Il y a des questions. Je vais répondre. C'est pas ici le moment d'aller dans des termes. Je vais pas vous parler des termes financiers ou quoi que ce soit. oui, Je préfère que ce soit le plus simple possible. oui, J'ai mon projet. mhm, Il y a des questions, il y a des minimums auxquels il faut répondre. Est-ce que mon projet est accepté sur le marché? Ok. Si vous voulez d'abord, est-ce que j'ai la capacité de proposer, de fournir ce que je veux fournir? ok, Est-ce que c'est acceptable? Ok. Si c'est acceptable, si j'ai la capacité, à quel coût moi j'ai la capacité de le fournir? Ok. J'ai la capacité de le fournir à tel coût. À quel coût ceux qui acceptent mon projet sont prêts à avoir mon projet? Et quand vous avez toutes ces réponses, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez lancé une version bêta? Est-ce que vous avez lancé une version démo pour voir si ce que vous vous êtes dit est vérifiable? Faut pas juste se dire, non, moi je vais me lancer dans les livres, je vais commencer à vendre les livres. Franchement, t'imagines, j'achète les livres à 1 $, mais je vais les revendre à 3 $, ça va cartonner. Là, je vais commencer avec 1000 livres, donc je vais me faire 3000 $. Mais mec, qui va lire ces livres? Tes livres parlent de quoi? Tu vas trouver où les gens? Tu nous ramènes des livres en hindi. Qui lit les hindi ici? Tu oui, vas les vendre aux Indiens de Jumbo? Qui tu es toi pour qu'ils achètent? En plus, le livre que tu achètes à 1 $, eux vont l'acheter à 20 centimes. oui. Donc, non, quand on parle de projet structuré, il y a des questions essentielles qu'il faut comprendre. Il y a des questions essentielles qu'il faut se poser et auxquelles il faut apporter des réponses avant de se lancer. Ce sont ces questions-là. C'est ça l'étude du marché. On ne te demande pas d'aller, non, les 5 forces de porteur, SWOT, c'est vrai, tout Oui, ça c'est important. Mais oui, au fond de tout ça, le noyau, pour moi, ce sont ces questions-là. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que c'est acceptable? À quel coût je produis? À quel prix ils sont prêts à acheter? Est-ce que c'est vérifiable?
À la limite, juste ça, ça répond déjà et ça vous évite déjà beaucoup d'erreurs par la suite. Et j'ai bien aimé aussi, comme vous avez parlé, il faut avoir de bons collaborateurs. Mmh. Mais comment identifier un bon collaborateur? C'est une très bonne question. Malheureusement, comme dans le mariage, parfois on se découvre après. Mais il y a des préalables. Je voudrais pas rentrer dans des propos, très compliqués, mais tu te rends compte que toi, quand tu pries, tu regardes vers le nord et que l'autre, quand il prie, lui s'agenouille et quand vous essayez de discuter, ça ne marche pas. Oui, Comment vous ferez pour prier tous les matins à 5 heures? Même si nos différences peuvent être une force pour la paix ou pour l'amour, mais comment vous allez prier? Il y a toutes ces choses-là. Il faut tester le caractère de la personne, l'implication de la personne, la capacité de la personne. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça m'apporte? Faire du business avec des potes, par exemple, c'est bien. On galère, on veut tous charbonner, oui, c'est bien. Mais faut pas que les potes deviennent un poids. Ça va exact. abîmer l'amitié. Oui, On lance un projet, on va vendre de la braise. Ok. Si chacun a 50 balles pour qu'on mette dedans, d'accord. Mettons 100 dollars, achetons et essayons de revendre, d'accord. Mais on lance un projet, toi, parce que toi, tu es mon pote, viens seulement. Moi, je mettrai les 100 dollars, j'irai acheter, je vendrai. Je travaille pour toi. mhm, C'est pas ça l'amitié. oui, Donc, il y a certainement beaucoup de mécanismes par lesquels savoir avec qui s'associer, mais quand on fait les affaires, c'est c'est un les peu affaires. comme la politique. La politique, c'est la gestion des intérêts. Oui, C'est pareil. Les affaires, on est là pour les intérêts. On est là pour les cougnats, pour les gains. Qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que j'apporte? Même si c'est pas financier, même si c'est un apport en industrie. Donc ça veut dire, bon, même si c'est ta façon de faire des choses, mais on apporte quoi? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Sans état d'âme. On avance. alors, vous avez parlé des amis, mais j'ai pas entendu dire, vous avez parlé de la famille. Comment est-ce que la famille s'implique, par exemple, dans... C'est un sujet important, je suis dedans. Il faut savoir que moi, je suis administrateur, directeur général de l'entreprise familiale. Mon père est président. Je suis des enfants biologiques. Nous, on est une grande famille dans notre culture. Je suis pas le cadet de par notre culture, mais je suis le cadet biologiquement parlant. Et donc, moi, je suis le DG Ok, de l'entreprise familiale. Mais j'ai des frères qui travaillent avec moi, pour lesquels je suis leur supérieur. C'est pas évident, mais c'est de la diplomatie. Moi, j'ai la chance, on a été très bien éduqués chez nous. Mes frères comprennent. Quand c'est le boulot, je suis le patron. Et dès qu'on est sorti du stade de boulot, je suis le petit à queue. Donc, allez, va ramener de l'eau. Ouais. Là, c'est sale, passe un coup de balai. Sans complexe, je suis le petit frère. Je le fais. Donc, c'est naturellement aussi, quand c'est une entreprise familiale, vous avez la difficulté que vous n'avez pas à choisir vos partenaires. À ok, partir du moment où le patriarche dit que c'est un bien familial, il faut le gérer avec la famille et vous n'avez pas à être mesquin ou à chercher à sortir les autres. Vous travaillez ensemble avec les hauts et les bas. Maintenant, entreprise, même si c'est familial, ça reste entreprise. oui, Tu peux être associé inactif, associé passif si tu veux. Ça veut dire que si tu n'es pas intéressé à gérer, attends tes dividendes, attends tes revenus. Ceux qui sont intéressés à gérer, à travailler, avancent. Et parfois, si tu n'as pas la capacité, même si tu es mon frère, on va trouver par quel mécanisme dire, écoute, tu n'as pas la capacité de gérer, on te retire. ok. Voilà. Et par rapport à votre expérience que vous avez apprise durant tout le parcours, comment est-ce que vous appliquez ça dans votre entreprise? Ouf, on apprend tous les jours, Oui, on évolue tous les jours. Donc, je vais pas venir prétendre aussi qu'on est la meilleure des entreprises. Au contraire, on apprend tous les jours, les challenges viennent tous les jours, on essaie de se développer tous les jours. Mais moi, je pense que je travaille avec les meilleurs. Un de mes partenaires, qui est aussi directeur des opérations du groupe, a plus de 20 ans dans le domaine. Il a eu l'expérience à l'international. Mon directeur financier a plus de 20 ans dans le domaine. Voilà, je travaille avec même les jeunes qui viennent, c'est des jeunes qui ont un gros potentiel. Donc, franchement, il n'y a pas que moi, il n'y en a pas que pour la petite personne de Nicolas, mais il y a justement la qualité des personnes avec lesquelles je travaille aussi. Et là aussi, j'ai eu à rencontrer des cas difficiles. J'ai déjà rencontré, travaillé avec des gens très, très, très difficiles. Dieu merci, on s'est séparés. Et même quand il y en a, je ne dis pas forcément qu'il y en a, mais même quand il y en a, il y a des procédures à suivre, il y a des procédures à respecter. Encore une fois, sans état d'âme. Voilà. et du coup, quand il s'agit de recruter quelqu'un, alors c'est quoi le mécanisme que vous utilisez pour recruter la bonne personne? Euh, c'est une belle question. Ça rentre un peu dans ce que j'appelais les joies du management.
Certainement que ça va ce que je vais dire va matcher avec certaines personnes qui rencontrent ça. Il y a des phases en fonction de la taille de la société. Il y a un moment où tu fais ce qu'on appelle des bouches-trous. C'est-à-dire, OK, moi j'ai une société, mais j'ai pas forcément l'argent pour payer, X, Y, Z. J'appelle un pote, j'appelle un frère, je dis: «On n'a pas le choix, viens mec, travaille avec moi. Désolé, mais c'est vrai. Travaille avec moi parce que dans tous les cas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour faire le job». C'est une étape. C'est vrai qu'on dit ces personnes de toute façon ne sont pas forcément incompétentes, Mm. mais elles ne sont pas choisies sur le critère le plus objectif possible. C'est une étape. Puis arrive un moment où tu sens que tu as les moyens, tu peux recruter des gens. Et là, tu mets des process en place. Nous, pendant longtemps, ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait nous-mêmes des recrutements. Aujourd'hui, on travaille avec trois, quatre agences de placement. On lance le recrutement, ces personnes nous ramènent. Ils passent un premier test qu'on appelle un test général d'admission, un test générique d'admission, pardon. C'est tout simplement pour voir si on est compétente ou pas. Est-ce qu'on a envie de travailler avec toi? Est-ce que tu nous montres que tu as envie de travailler avec nous? Puis on passe à un deuxième test métier. À ce moment-là, on voit maintenant si tu es capable, si tu as de la compétence, peu importe ton expérience. Ce qui nous intéresse, c'est si tu es capable de faire le job. Et quand tu as fini cette étape, maintenant tu passes à l'étape d'interview où on regarde avec toi les deux premières étapes. Ok, mais on a vu que tu n'étais pas trop intéressé à travailler avec nous, mais plutôt tu es bon dans le métier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le but au final, c'est que le recrutement en RDC, c'est un peu tourné. C'est généralement les entreprises qui imposent. Nous, c'est Oui. 500 balles. Si tu veux pas, tu pars. Si tu veux, tu prends, tu viens, tu travailles. Non. Ici, le deal, c'est nous, on a envie de travailler avec toi, on te drague. Drague, nous aussi. Comme ça, c'est qu'on s'entend, il n'y a pas de viol. Ok. Voilà. C'est une très bonne stratégie. Ouais. Alors, vous collaborez avec des grandes entreprises dans le secteur minier. Alors, comment est née cette stratégie d'accompagnement? Euh, c'est une question que je vais répondre différemment. Ok. Il y a certainement plusieurs mécanismes, mais je vais répondre, je la prends un peu comme pour dire qu'est-ce qui a motivé chacune de nos filiales. Le secteur de l'équipement, c'est parce que j'aime le faire, j'ai appris à le faire et j'aime le faire, j'aime vendre. Quand je dis j'aime, moi, mes associés, on aime vendre et on s'est lancé dedans parce que c'est une activité qu'on aime faire. Le secteur minier, c'est parce qu'il y a une opportunité. OK. Aujourd'hui, la RDC, franchement, ce que je dois venir rappeler ici, combien le potentiel dans le sous-sol est énorme. OK. Et donc, on s'est retrouvé dans le secteur minier parce que c'est quelque chose dans lequel il y a une opportunité. Je suis dans le secteur agroalimentaire parce que j'ai grandi dedans. Je vous ai dit que je n'ai pas la notion du Oui. temps, tout simplement parce que moi, c'est quand il fait noir que je sais qu'il est temps d'arrêter. Sinon, quand il fait pas noir, si je dois continuer à planter des graines, je dois continuer à planter des graines. Parce Ok. qu'on court certainement contre la saison, parce qu'on court. Et donc, j'ai appris à le faire. Je répondrai à la limite, excusez-moi, je répondrai à la limite sur ces trois points. Ok. Comment je me suis retrouvé à travailler avec les grandes entreprises? Ma stratégie, ce n'est pas d'être concurrent avec les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Non, loin s'en faut. Ma stratégie, c'est que là où les grandes entreprises ne peuvent pas fournir certaines choses, moi, je peux le faire. Et Donc, donc, je suis à la fois leur client, leur concurrent, mais moi, je les souhaite, je me considère plutôt comme un complémentaire à leur offre. Ça me permet de travailler avec des grandes entreprises. donc, vous avez fait des études pour trouver leurs problèmes et appliquer Oui, une solution. tout à fait. Ok. Je me suis posé les mêmes questions que je posais tout à l'heure. Oui, je comprends. Alors, votre entreprise est centrée plus dans tout ce qui est impact socio-économique. Alors, pourquoi le choix de ces stratégies? Déjà, le leitmotiv de la holding, c'est investir fièrement en RDC. Oui, j'ai Ok. lu ça. Pourquoi investir fièrement en RDC? J'ai eu la chance dans mon parcours. D'abord, je suis un nationaliste de Ça par veut mon dire. éducation. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le Congo. Pour le dire autrement, j'aime beaucoup le Congo. Euh, Pas parce qu'il est développé, on est encore loin, mais Oui, parce qu'il a un énorme potentiel et que c'est le seul pays que Dieu nous a donné. exactement. Et pendant mon parcours chez Tract Afrique principalement, j'ai eu la chance de découvrir le Congo. Moi, je sais partir de Lubumbashi jusque pratiquement dans le nord, quasi le point le plus extrême dans le nord-est du pays. Je l'ai fait par route, par bateau, par pirogue, par moto, par bus, par Ok. avion, ok. Et j'ai fait aussi le centre du pays. Aujourd'hui, je connais
pas très bien le nord-ouest et l'ouest. Je n'ai fait que Kinshasa, je n'ai pas encore été à Matadi, Bandundu, mais au moins j'ai entendu des choses. Alors, pourquoi socio-économique? Social, parce qu'il faut donner de l'emploi. Mhm. Économique, pourquoi? Tout simplement parce que la même stratégie que je t'ai donnée pour le concurrent dans le secteur minier, c'est la même stratégie avec le secteur public. Là où le secteur public échoue, je suis convaincu que c'est le secteur privé qui va réussir. Mais même là où le secteur public réussit, je suis convaincu que c'est le secteur privé qui va l'améliorer. Regardez Molicap. Oui. Moi, je pense que si on donnait à Molicap la gestion de l'aéroport, les J'ai choses vont changer. j'ai toujours dit ça. C'est J'ai ça. toujours dit ça. C'est ça que nous on veut. Ce que nous on veut, c'est qu'on arrête que la RDC. Je vois très bien ce que le ministre du Commerce extérieur fait. Ce monsieur se bat. Oui. Il se bat beaucoup pour ce pays. Mais je ne vais pas attendre que lui vienne lancer une poissonnerie en RDC. Oui. Le jour où Young Holding aura les moyens, le jour où Young Holding sera capable, nous, on ira s'installer à Calémie et on fera une poissonnerie industrielle. Et on va arrêter d'importer des sardines du Maroc. Oui. On va les produire ici. Le jour où on aura le moyen, nous, on va aller produire la pomme de terre qui est à Moba. Ici, dans le Grand Katanga, à Moba. On va faire des chips. On va industrialiser ça. Le jour où Young Holding aura les moyens, on va aller à l'ouest, à Matadi, on va prendre la banane, on va produire, on va transformer, on va industrialiser. La sucrière dans le Bandundu, ainsi de suite. C'est ce côté économique. C'est pour ça qu'on dit investir fièrement en RDC. C'est parce que la RDC en elle-même a tout pour réussir. Donc, du coup, moi, j'ai toujours dit qu'en RDC, il y a la place pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est vrai, Parce bien sûr. qu'il y a tellement beaucoup d'opportunités et beaucoup de failles où vous devez trouver des solutions pour appliquer. Et Monsieur Nicolas, je sais que vous aimez voyager, oui. Et dans vos voyages et vos expériences dans différents environnements, y a-t-il est-ce que ça a changé votre vision du développement? Bien sûr. Mais moi, cette question, je te réponds encore une fois à ma manière. Ok, D'abord, j'ai voyagé dans le Congo. Je pense que j'ai plus fait le Congo, hein, que j'ai plus fait le Congo que l'extérieur. Ok? oui, Moi, j'ai fait, pour parler de fameux Ovira qui tombe aujourd'hui, qui est tombé. Je suis désolé, c'est peut-être pas une émission politique, mais par exemple, pour parler d'Ovira, moi, ça fait 3 jours, j'ai eu des très sérieux problèmes d'estomac parce que quand on me dit qu'Ovira est tombé, moi, je sais ce que c'est Ovira. Quand les gens se battaient à Kamanyola, moi, j'ai été à Kamanyola. J'ai fait Kamanyola, j'ai fait Nyangezi, j'ai fait Goma, j'ai fait Bukavu, j'ai fait Idjui, j'ai fait tous ces coins-là, j'ai fait Bunia, j'ai fait Kisangani, j'ai fait ici. J'ai fait tous ces endroits-là. Et ça déjà, ça a transformé ma manière du développement parce que comme tu le disais si bien, c'est des mots que je prends de ta bouche, il y a tellement des fois, il y a tellement de choses à faire que ça m'a donné déjà une vision sur le développement. J'ai pas eu besoin d'aller à l'extérieur pour voir ce qui se fait à l'extérieur pour comprendre qu'il y avait des choses à faire. Mais deuxième volet, justement, j'ai vu ce qui s'est fait ailleurs. J'ai vu ce qu'on appelle autoroute. oui, On n'a pas en RDC. exact. Centra, pas Lubumbashi. Et donc, j'ai vu ce qui se fait à l'extérieur, que j'ai envie de ramener aussi, déjà ne serait-ce que dans mes entreprises, dans les entreprises dans lesquelles nous investissons au travers de Young Holding, dans les PME dans lesquelles on investit. Naturellement, ça nous apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Wow. Et alors, comment est-ce que vous associez, vous conciliez votre vie personnelle et vos relations et gestion des projets? Pas d'équilibre. Ok, C'est ma façon à moi de voir les choses. Maintenant, je vois beaucoup de consultants sur LinkedIn, sur YouTube qui disent un entrepreneur, ça doit savoir équilibrer 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de, je sais pas, repos ou amusement. Mais c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Moi, j'arrive pas. En tout cas, pour moi, moi, je dis que c'est faux. c'est quoi la vérité? Pour moi, la vérité, c'est que quand il faut travailler, il faut travailler. Ok, Par contre, chaque chose en son temps, c'est vrai. Il faut savoir parfois se déconnecter. Et ouais, se déconnecter, ça signifie parfois justement, ça signifie assez souvent passer du temps avec sa famille. Et heureusement que tu moi posé la question. Moi, la stratégie que je fais, c'est que chaque voyage est à la fois un travail et des vacances, où que ce soit. ok, Quand je vais à Colombie, je vais pour travailler, mais c'est déjà de l'amusement. Parce que ok, je vais pas travailler 24 heures sur 24. ouais, Il y aura un moment où je vais arrêter, je vais prendre un verre avec des amis qui sont en Colombie, que j'ai vu probablement, ça faisait un mois. Et puis juste après, voilà. Donc, pour moi, je reste dans la logique de play hard, work hard. À mhm, chaque fois que je voyage, si je partais pour 3 jours dans un séminaire, dans une formation, je vais aller voir des fournisseurs, des clients, c'est sûr que mon voyage, il est de 5 jours. Les 2 autres jours, tyrolienne, pan népalais, voilà.
Voilà, voilà. J'intègre tout ça dedans. J'essaye de partager en même temps du temps avec la famille, mais l'équilibre en termes de dire: «Je vais fractionner les heures», ça n'existe pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. OK, OK. Très bon conseil. Et pour finir, si vous devez donner un conseil, à quelqu'un qui voudrait s'élancer ou commencer à investir, qu'est-ce que vous allez lui dire Mmh. en ce moment? Alors, ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer, c'est que tu attends déjà beaucoup trop. Tu attendais déjà mon conseil. Pourquoi tu attends mon conseil? Tu perds du temps. Commence. Je vais te parler de patience et d'impatience. Sois impatient envers la réussite. Ça veut dire, commence déjà maintenant. Mais en même temps, je me contredis. Puisque tu auras commencé maintenant, sois patient envers la même réussite. Puisque tu as déjà commencé, tu ne pourras que finir par réussir. Il y aura des moments où tu vas échouer, tu vas tomber. Il y aura des moments où tu auras peur parce que tu n'auras pas eu l'argent. Tu n'as déjà pas de l'argent. Pourquoi est-ce que tu vas en perdre? Donc, il y aura toujours une solution. Et tant que tu existes sur cette terre, ce n'est pas un échec qui va t'empêcher de foncer. Fonce, sois plutôt finalement impatient envers la vie, donc commence maintenant où tu es, mais sois patient envers la réussite parce que à partir du moment où tu as commencé, le fait d'avoir fait le premier pas, tu as déjà réussi parce que tu n'es plus au même endroit. Donc, allez, tu bouges, tu fonces. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Merci beaucoup, Nicolas. Rémi. Merci d'avoir accepté l'invitation et j'ai beaucoup appris et vous C'est êtes un aussi une plaisir. source d'inspiration. Donc, Merci. je peux que vous dire merci. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. OK, merci. Allez.